l'été 480 avant Jésus-Christ, change le cours de l'histoire. Dans un étroit défilé rocheux de Grèce centrale, 300 hommes vont tenir tête au plus grand empire de l'époque. Cette histoire n'est pas un conte, c'est la réalité d'un affrontement qui résonne encore aujourd'hui. Ces hommes savaient qu'ils allaient mourir. Ils l'ont choisi. Xerxès règne sur l'empire perse, une machine de guerre qui s'étend de l'Inde à l'Égypte. Son père Darius avait essuyé une humiliante défaite à Marathon 10 ans plus tôt. Les Athéniens avaient osé brûler Sardes, capitale d'une satrapie perse. Cette insulte appelait une vengeance. Le fils allait laver l'affront du père dans le sang grec. Pendant 4 ans, Xerxès prépare sa revanche avec une méticulosité qui force l'admiration. Il fait creuser un canal au mont Athos pour éviter les naufrages qui avaient décimé la flotte de son père. 2 ponts de bateaux enjambent l'Hellespont, défiant les éléments. Des entrepôts de grains jalonnent la route jusqu'en Grèce. Des dépôts d'armes surgissent en Thrace et en Macédoine. L'ampleur des préparatifs défie l'imagination de l'époque. L'armée qui se met en marche au printemps 480 impressionne par sa diversité autant que par sa taille. Perses aux tuniques brodées d'or, Mèdes aux pantalons amples, archers scythes aux arcs composites, cavaliers parthes montés sur leurs chevaux, de race, fantassins égyptiens aux boucliers de cuir, marins phéniciens rompus aux tempêtes, l'empire tout entier converge vers un seul objectif, soumettre définitivement la Grèce récalcitrante. Les chiffres donnent le vertige même aux contemporains. Hérodote évoque une armée si nombreuse qu'elle asséchait les rivières sur son passage et obscurcissait le ciel de ses flèches. Les chevaux piétinaient l'herbe jusqu'à la racine. Les hommes buvaient les puits à sec. Les estimations modernes parlent de 150 000 à 300 000 combattants, soutenus par une flotte de plus de 1000 navires de guerre. Face à cette avalanche humaine, que peuvent quelques cités grecques divisées et querelleuses, le défilé des troupes devant Xerxès dure 7 jours entiers. Chaque peuple de l'Empire défie en armes, exhibant ses costumes traditionnels et ses armements spécialisés. Immortels Perses aux lances dorées, Sas aux bonnets pointus, Indiens vêtus de coton, Éthiopiens aux peaux de léopard, Libyens aux chars attelés de 4 chevaux. Cette parade grandiose doit impressionner les espions grecs. Elle y parvient au-delà des espérances. L'organisation logistique atteint une complexité inouïe. Des milliers de chariots transportent les vivres. Des troupeaux entiers suivent l'armée pour nourrir les soldats. Des artificiers creusent des puits, construisent des ponts, aménagent des camps fortifiés. Cette machine de guerre représente l'aboutissement de 2 siècles d'expansion perse. Les nouvelles arrivent par bribes en Grèce. Des éclaireurs rapportent que l'horizon se noircit de soldats jusqu'à perte de vue. Les ponts de l'Hellespont craquent sous le poids des régiments qui défilent jour et nuit pendant des semaines. En Grèce, la panique gagne les esprits les moins préparés à cette épreuve. Athènes et Sparte enternent provisoirement leur rivalité séculaire. Un congrès se réunit à Corinthe à l'automne 481, rassemblant les représentants des cités encore libres. 31 poleis acceptent de résister ensemble, mettant de côté leurs querelles traditionnelles. Mais beaucoup d'autres choisissent la soumission anticipée ou la neutralité attentiste. Les Thessaliens ouvrent leurs portes aux Perses. Les Thébains penchent ouvertement vers l'envahisseur. La Grèce se divise avant même le premier combat. Cette division reflète les réalités géopolitiques de l'époque. Comment des cités habituées à l'indépendance peuvent-elles s'unir face au danger? Comment concilier les ambitions contradictoires d'Athènes et de Sparte? Comment faire confiance à des alliés hier encore ennemis? Ces questions minent d'avance l'effort de résistance. Thémistocle, le stratège athénien, comprend que l'avenir se joue sur mer. Avec l'argent des mines du Laurion, Athènes s'est dotée de 200 trières flambant neuves, transformant la cité en puissance navale majeure. Mais pour gagner du temps et permettre à cette flotte de manœuvrer, il faut d'abord bloquer l'armée de terre perse. Le choix du terrain devient donc crucial pour la survie de la Grèce. Les généraux grecs étudient minutieusement la géographie. L'immense armée perse doit emprunter la route côtière orientale, seule voie praticable pour un si grand nombre d'hommes. Un seul endroit permet de neutraliser l'avantage numérique écrasant de l'ennemi, les Thermopyles, les portes chaudes en grec.
ainsi nommés à cause des sources sulfureuses qui jaillissent naturellement du sol rocailleux. Le plan grec prend forme progressivement. Pendant que l'armée de terre bloque les Thermopyles, la flotte grecque affrontera la flotte perse au cap Artémision, empêchant tout débarquement dans le dos des défenseurs. Cette stratégie combinée terre-mer représente une innovation tactique remarquable pour l'époque. Les Thermopyles forment un goulet d'étranglement naturel entre la montagne du Kallidromos et le golfe Maliaque. La route antique, large de 15 à 20 mètres seulement dans sa partie la plus étroite, serpente sur 6 km entre des falaises escarpées et des marécages côtiers. Impossible d'y déployer une grande armée en ordre de bataille. Les Phocéens ont même édifié un mur défensif pour renforcer encore cette position déjà remarquable. Ce verrou géographique présente tous les avantages recherchés par les défenseurs. L'étroitesse du passage empêche l'ennemi d'utiliser sa cavalerie et ses chars. Les archers perses peinent à déployer efficacement leurs tirs. Les fantassins ne peuvent progresser qu'en colonne, perdant tous les bénéfices de leur supériorité numérique. La géographie devient l'allié naturel des Grecs. Léonidas, roi de Sparte et descendant d'Héraclès selon la légende, reçoit le commandement des forces terrestres. Âgé d'une soixantaine d'années, ce vétéran de nombreuses campagnes sait que sa mission frôle le suicide militaire. L'oracle de Delphes a d'ailleurs prédit qu'un roi spartiate devra mourir pour sauver la Grèce. Léonidas accepte cette prophétie avec le fatalisme héroïque de sa race. Il choisit ses hommes avec un soin minutieux. 300 soldats de sa garde personnelle, les Hippeis, tous pères de famille pour assurer leur descendance. Cette précaution révèle que Léonidas ne nourrit aucune illusion sur l'issue de la campagne. Il sélectionne des hommes dans la force de l'âge, entre 30 et 45 ans, tous aguerris par de multiples combats. Chacun d'eux a prouvé sa valeur et sa loyauté indéfectibles. L'armée grecque qui prend position aux Thermopyles compte environ 7000 hommes au total. Aux 300 Spartiates s'ajoutent 700 Thespiens, commandés par Démophilos, 400 Thébains d'allégeance douteuse, 30 000 Phocéens connaisseurs du terrain, 1000 Locriens, habitués de la guerre de montagne, et diverses troupes du Péloponnèse. Face aux centaines de milliers de Perses annoncés, l'infériorité numérique atteint des proportions véritablement vertigineuses. Cette disproportion n'effraie pas Léonidas. Il compte sur 3 facteurs pour compenser le déséquilibre. La supériorité de l'armement grec, la discipline spartiate légendaire et surtout l'avantage géographique exceptionnel du site choisi. Dans ce défilé étroit, 1000 hommes valent une armée entière. L'attente qui précède l'orage. Début août 480, l'avant-garde perse arrive en vue des Thermopyles après avoir traversé la Thessalie sans résistance. Xerxès établit son camp principal près de Trachis, petite ville située à quelques kilomètres du défilé, et envoie un éclaireur observer les positions grecques. L'homme revient stupéfait par ce qu'il a découvert. Les Spartiates se peignent tranquillement les cheveux et s'exercent à demi nus, comme s'ils partaient en promenade plutôt qu'au combat. Certains luttent entre eux pour s'échauffer. D'autres affûtent leurs armes avec application. Tous semblent parfaitement détendus malgré l'approche de l'orage. Cette désinvolture apparente déconcerte l'espion perse. Xerxès ne comprend pas cette attitude qu'il prend pour de l'inconscience. Démarate, ancien roi de Sparte exilé à sa cour, lui explique patiemment « Sire, ces hommes sont venus mourir avec honneur. Se peigner avant le combat est une tradition spartiate millénaire. Ils préparent leur corps pour l'au-delà comme s'ils allaient à un banquet sacré. » Cette explication trouble profondément le grand roi. Comment des hommes peuvent-ils affronter la mort avec une telle sérénité? Quelle force spirituelle animait ces guerriers qui transforment leur agonie annoncée en rituel religieux? Xerxès découvre un type d'humanité qui lui était jusqu'alors inconnu. Le grand roi tergiverse 4 jours entiers, persuadé que les Grecs fuiront à la simple vue de son armée innombrable. Il leur fait porter des ultimatums successifs, proposant la clémence contre la soumission. Les ambassadeurs perses repartent avec des réponses de plus en plus lapidaires. Quand Xerxès exige la remise des armes grecques, Léonidas répond par la formule devenue immortelle « Molon l'abbé, viens les prendre ». Cette attente forcée permet aux Grecs de peaufiner leur défense.
Ils réparent méthodiquement le mur phocéen, consolidant chaque pierre. Ils organisent leur ligne de ravitaillement avec le soin maniaque qui caractérise la logistique spartiate. Ils établissent des signaux optiques avec la flotte mouillée au cap Artémision. Surtout, ils identifient le danger mortel qui plane sur leurs flancs, le sentier d'Anopé qui contourne la position par la montagne. Ce sentier de berger, connu des seuls habitants de la région, représente le talon d'Achille de la position grecque. Il serpente dans la montagne sur plusieurs kilomètres avant de redescendre vers la route principale, permettant théoriquement d'attaquer les défenseurs à revers. Léonidas confie sa surveillance aux phocéens, qui connaissent intimement le terrain et ses pièges naturels. Les Grecs utilisent ces journées d'attente pour se préparer mentalement au sacrifice suprême. Les Spartiates récitent les poèmes de Tyrtée exaltant la belle mort pour la patrie. Ils évoquent leurs ancêtres tombés glorieusement au combat. Ils purifient leurs armes selon les rituels ancestraux. Cette préparation spirituelle compte autant que l'organisation matérielle. Le premier jour, l'orgueil perse s'écrase. Le 20 août 480, Xerxès donne enfin l'ordre d'attaque générale. Il lance d'abord les Mèdes, persuadés que ses guerriers aguerris balayeront facilement cette poignée de Grecs téméraires. Le roi perse a fait installer son trône d'or sur une colline dominant le champ de bataille pour jouir du spectacle de sa victoire annoncée. La réalité le détrompe brutalement. Les hoplites grecs forment une phalange compacte qui barre entièrement le passage. Leurs boucliers ronds de bronze se chevauchent méthodiquement, créant un mur métallique apparemment impénétrable. Leurs lances de 3 mètres de long hérissent le front comme les piquants d'un porc-épic géant. Derrière le premier rang, d'autres rangs attendent leur tour, prêts à remplacer les morts. Cette formation révolutionnaire privilégie la cohésion collective sur l'héroïsme individuel. Chaque hoplite protège son voisin de droite avec son bouclier, créant une chaîne de solidarité indissoluble. Rompre le rang équivaut à trahir ses compagnons. La force de la phalange réside dans son unité absolue. L'assaut mède se brise comme une vague contre cette muraille humaine. Les soldats de Xerxès, équipés de boucliers en osier tressé et de javelines courtes, ne peuvent percer les armures grecques. Leurs flèches ricochent pitoyablement sur le bronze poli. Leurs épées persanes, conçues pour trancher, s'avèrent impuissantes face au combat rapproché que leur imposent les Grecs. La mêlée tourne rapidement au carnage pour les assaillants. Les lances grecques transpercent les protections persanes comme du papier. Les épées spartiates, courtes mais redoutablement efficaces, fendent les chairs ennemies. Les boucliers ronds assomment et défoncent. Chaque Grec en vaut 10 de ses adversaires dans ce type d'affrontement. Xerxès fait donner successivement les Siciens et les Sas, espérant user la résistance grecque par des vagues d'assaut répétées. Même résultat catastrophique. Les cadavres persans s'accumulent devant la phalange grecque, qui avance méthodiquement, inexorablement, repoussant chaque attaque. Chaque pas coûte des dizaines de vies aux assaillants sans entamer la détermination des défenseurs. Le spectacle fascine et horrifie les spectateurs perses. Comment ces quelques centaines d'hommes peuvent-ils résister à l'empire entier? Quelle force surhumaine anime ces guerriers qui semblent danser avec la mort? Les soldats de Xerxès commencent à hésiter, impressionnés malgré eux par l'héroïsme de leurs ennemis. Le soir venu, le grand roi convoque ses immortels, sa garde d'élite forte de 10 000 hommes triés sur le volet. Ces soldats d'exception n'ont jamais connu la défaite depuis leur création. Leur effectif reste toujours constant. Chaque mort est immédiatement remplacé par un nouveau volontaire, d'où leur nom redoutable. Ils constituent l'orgueil de l'armée perse et la terreur de ses ennemis. Mais aux Thermopyles, les lois traditionnelles de la guerre changent du tout au tout. Les immortels se heurtent au même mur de bronze et de fer que leurs prédécesseurs. Leurs javelots se plantent dans les boucliers sans les percer. Leurs épées courbes glissent sur les cuirasses comme l'eau sur le marbre. Face à la discipline spartiate millénaire, leur bravoure individuelle ne suffit plus. Hydarnès, leur commandant, ne comprend pas ce qui arrive à ces hommes. Habitués à terrifier l'ennemi par leur seule réputation, ils découvrent des adversaires que rien n'impressionne. Les Spartiates les regardent mourir avec le détachement de bouchers professionnels. Cette froideur calculée démoralise les immortels plus que n'importe quelle charge héroïque.
La journée s'achève sur un bilan effroyable pour les Perses. Plusieurs milliers de leurs meilleurs soldats jonchent le sol rocailleux du défilé. Les Grecs déplorent une vingtaine de morts tout au plus. L'impossible est en train de se produire sous les yeux incrédules de Xerxès. Son invincibilité légendaire vacille pour la première fois. Le deuxième jour, l'étau se resserre. Xerxès passe une nuit blanche à consulter ses généraux démoralisés. Ses conseillers lui suggèrent diverses solutions. Contourner la Grèce par mer, négocier avec les défenseurs, attendre que la faim les pousse à capituler. Mais l'orgueil du maître du monde ne supporte pas l'affront public. Il ordonne un nouvel assaut massif pour le lendemain. Le 21 août ressemble tragiquement au précédent pour l'armée perse. Vague après vague, les soldats de l'Empire se ruent sur la phalange grecque imperturbable. Vague après vague, ils reculent en laissant leurs morts dans la poussière sanglante. Les Spartiates varient leur tactique pour démoraliser l'ennemi. Parfois ils feignent la retraite, attirant les Perses hors de leur formation, puis se retournent soudain et les massacrent méthodiquement. Cette ruse spartiate fait merveille contre des adversaires habitués aux charges désordonnées. Les Perses, croyant à une fuite, rompent leurs rangs pour poursuivre leurs ennemis. Ils tombent dans le piège savamment tendu et se font tailler en pièces par les épées grecques. Léonidas joue avec ses adversaires comme un maître d'échecs manipule ses pions. Les tactiques grecques révèlent une sophistication militaire inconnue de leurs ennemis. La phalange peut se contracter ou s'étendre selon les besoins. Elle peut pivoter sur elle-même pour faire face à plusieurs directions. Elle peut même se diviser temporairement avant de se reformer. Cette flexibilité tactique compense largement l'infériorité numérique. L'armement grec montre aussi sa supériorité écrasante. Les lances de frêne, longues et résistantes, donnent l'avantage de la portée. Les épées courtes, forgées dans le meilleur fer, tranchent net les armes ennemies. Les boucliers, ronds, bombés et renforcés, dévient tous les projectiles. Chaque détail de l'équipement révèle des siècles d'expérience militaire. Les pertes perses atteignent des proportions véritablement catastrophiques. Le sol du défilé disparaît entièrement sous les corps ensanglantés. L'odeur du sang et de la mort empeste l'air jusqu'à l'écœurement. Les charognards commencent à tournoyer au-dessus du champ de bataille. Les soldats de Xerxès commencent à rechigner à l'assaut. Cette hésitation se transforme progressivement en panique sourde. Comment ces quelques centaines d'hommes peuvent-ils résister à l'Empire entier? Quelle malédiction divine protège ces guerriers apparemment invulnérables? Les rumeurs les plus folles circulent dans le camp perse. Les Grecs seraient des démons, des morts-vivants, des fils des dieux. Mais pendant que l'attention générale se concentre sur le carnage du défilé, un drame décisif se noue dans les coulisses de la bataille. Un berger grec nommé Éphialtès de Trachis demande audience au grand roi. Cet homme connaît un secret géographique qui va changer radicalement le cours des événements et sceller le destin de Léonidas. Éphialtès révèle l'existence du sentier d'Anopé à Xerxès Médusée. Ce chemin de montagne, invisible depuis la route principale, permet de contourner entièrement la position grecque en passant par les hauteurs boisées. En échange de cette information vitale, le traître réclame une forte récompense en or. Xerxès accepte immédiatement sans marchander. Cette trahison cristallise tous les maux qui rongent la résistance grecque. Comment faire confiance quand l'ennemi peut surgir de vos propres rangs? Comment prévoir toutes les défaillances humaines? Éphialtès incarne l'individualisme destructeur qui menace constamment l'effort collectif. Le général Hydarnès reçoit l'ordre de guider 20 000 hommes d'élite par ce sentier détourné. Les survivants des Immortels ouvrent la marche, suivis par des troupes fraîches, spécialement sélectionnées. Ils progressent de nuit pour éviter d'être repérés par les guetteurs grecs. Le plan paraît imparable, attaquer les défenseurs à revers pendant qu'ils résistent de face. Cette manœuvre de contournement révèle le génie tactique de l'état-major perse. Privés de l'avantage géographique, les Grecs perdront instantanément leur supériorité. Pris entre deux feux, ils ne pourront plus maintenir leur formation serrée. La phalange se disloquera et le massacre commencera pour de bon. Hydarnès guide personnellement ses hommes dans l'obscurité montagnarde. Le sentier s'avère plus difficile que prévu. Étroit, rocailleux, parsemé de ravins traîtres. La progression ralentit considérablement.
L'aube surprend la colonne perse encore loin de son objectif. Le facteur surprise risque de s'évaporer. À l'aube du 22 août, les phocéens qui gardent le sentier entendent un bruit suspect de feuilles froissées. Ils découvrent avec horreur la colonne perse qui les surplombe dans la lumière grisâtre du petit matin. Hydarnès est aussi surpris qu'eux de cette rencontre imprévue. Il craint un instant d'être tombé sur des Spartiates embusqués. Éphialtès le rassure rapidement. Ce ne sont que des phocéens, moins aguerris et moins motivés que les soldats de Léonidas. Ces derniers, pris de panique devant la masse ennemie, se replient précipitamment sur une colline voisine. Les Perses les arrosent de flèches pour les décourager de revenir, puis poursuivent leur route vers la route principale. Un messager phocéen court prévenir Léonidas de la catastrophe imminente. La nouvelle tombe comme un coup près sur l'état-major grec. Les Perses arrivent par derrière en force. Dans quelques heures tout au plus, l'armée grecque sera complètement encerclée. Le piège géographique va se refermer sur les défenseurs eux-mêmes. Léonidas convoque immédiatement un conseil de guerre d'urgence. Les nouvelles qui arrivent du sentier confirment le pire. Les phocéens ont abandonné leur poste sans combattre. Rien ne retarde plus la progression d'Hydarnès vers ses arrières. La position des Thermopyles devient intenable. Face à la catastrophe qui s'annonce, plusieurs options s'offrent théoriquement aux Grecs. Ils peuvent tenter de percer l'encerclement, naissant et fuir vers le sud. Ils peuvent se replier en bon ordre vers une nouvelle position défensive. Ils peuvent négocier leur reddition contre la vie sauve, ou ils peuvent rester et mourir debout. Léonidas tranche avec la logique implacable d'un roi spartiate élevé dans le culte de l'honneur militaire. Il ordonne à la plupart des alliés de se retirer immédiatement vers leurs cités respectives. Leur mission vitale, regagner leur foyer, organiser la résistance, préparer la suite des opérations, lui restera avec ses 300 hommes pour retarder l'ennemi autant que possible. Cette décision révèle la grandeur tragique du personnage. Léonidas sait pertinemment qu'il va mourir dans les heures qui viennent, mais il choisit consciemment ce sacrifice pour donner à la Grèce quelques heures supplémentaires de répit. Ces heures peuvent s'avérer décisives pour l'organisation de la défense ultérieure. Les Thespiens refusent catégoriquement de partir. Leur général Démophilos déclare avec une simplicité héroïque « Nous sommes venus combattre aux côtés des Spartiates. Nous mourrons avec eux plutôt que de survivre dans la honte. » Les 700 soldats de Thespie prennent position pour le dernier acte de la tragédie. Cette fidélité des Thespiens honore leur cité pour l'éternité. Moins réputés que les Spartiates, ils prouvent que le courage n'est pas l'apanage d'une seule ville. Leur sacrifice volontaire illustre la grandeur de l'idéal grec. Mourir libre plutôt que vivre esclave. Les Thébains restent aussi, mais contraints et forcés par les circonstances. Léonidas se méfie ouvertement de leur loyauté depuis le début de la campagne. Il les garde comme otages plutôt que comme alliés véritables. Ils seront 400 à partager le sort funeste des autres, volontairement ou non. Xerxès attend l'aube pour donner l'assaut final coordonné. Il veut voir ses ennemis mourir dans la lumière éclatante du jour. Il veut jouir pleinement de sa vengeance longuement mûrie. Les Grecs utilisent ces dernières heures précieuses pour se préparer spirituellement au grand voyage. Ils chantent des hymnes traditionnels à la gloire de leurs ancêtres. Ils évoquent leur famille avec une émotion contenue. Ils font leurs derniers adieux à la vie terrestre. Certains gravent leur nom sur les rochers pour que la postérité se souvienne. Cette préparation rituelle transforme la mort annoncée en apothéose spirituelle. Le 22 août 480, le soleil se lève sur le dernier jour de Léonidas et de ses compagnons d'armes. Les Perses attaquent simultanément de face et de dos selon le plan minutieusement préparé. L'étau géographique et tactique se referme inexorablement sur les 1400 Grecs restants. Les Spartiates abandonnent délibérément la protection relative du mur phocéen pour livrer bataille en terrain découvert. Ils veulent vendre le plus, chèrement possible leur peau, infliger le maximum de pertes à l'ennemi avant de succomber. Leurs lances se brisent une à une dans les corps adverses. Ils dégainent alors leurs épées courtes et continuent le carnage. La mêlée devient indescriptible. Grecs et Perses s'entremêlent dans un corps à corps hallucinant. Les armures résonnent sous les coups.
Le sang gicle de toutes parts. Les cris de guerre se mêlent aux râles d'agonie. La mort fauche sans discrimination dans les deux camps. Léonidas tombe criblé de flèches perses, fidèle à la prophétie delphique. Ces hommes forment immédiatement un cercle défensif autour de son corps, repoussant vague après vague les Persais qui veulent s'en emparer. Ils reculent pied à pied vers une petite colline, ultime refuge dans cet enfer. Cette lutte autour du cadavre royal prend des proportions épiques. Les Spartiates considèrent comme un devoir sacré de protéger leur roi même mort. Les Perses veulent ce trophée pour humilier l'ennemi. 4 fois le corps change de main. 4 fois les Grecs le récupèrent au prix de pertes effroyables. Les derniers survivants se regroupent au sommet de la colline rocheuse. Ils n'ont plus d'armes intactes, plus d'armures entières. Certains lancent des pierres sur leurs assaillants. D'autres mordent leurs adversaires comme des fauves. Tous meurent debout, regardant leur bourreau dans les yeux. Quand le silence retombe enfin sur les Thermopyles ensanglantés, plus un seul défenseur grec ne respire. Xerxès a techniquement gagné, mais à quel prix humain et moral? Ses pertes se comptent par dizaines de milliers. Ses meilleures troupes sont décimées. Son prestige de maître invincible vacille dangereusement. Le champ de bataille offre un spectacle d'apocalypse. Les cadavres s'entassent sur plusieurs couches. Le sol disparaît sous le sang coagulé. Les armes brisées jonchent le terrain comme après un cyclone métallique. L'odeur de mort se répand sur plusieurs kilomètres à la ronde. Fou de rage contenue, Xerxès ordonne de décapiter le corps de Léonidas et de planter sa tête sur une pique bien visible. Cet acte de barbarie gratuite choque même ses propres généraux habitués à la violence. Humilier ainsi un roi mort va contre toutes les lois divines et humaines de la guerre. Cette profanation révèle la petitesse d'âme du grand roi face à la grandeur de son ennemi vaincu. Xerxès ne supporte pas l'humiliation de ces 3 jours d'enfer. Comment avouer à ses sujets que 300 hommes ont tenu tête à l'empire entier? Comment expliquer que sa garde d'élite s'est fait massacrer par une poignée de Grecs obstinés? Les corps des défenseurs sont systématiquement mutilés, décapités, crucifiés selon les ordres vengeurs du souverain. Xerxès espère terroriser la Grèce entière par cette démonstration de cruauté calculée. Il obtient exactement l'effet inverse. Le sacrifice héroïque des Thermopyles galvanise la résistance grecque au lieu de la briser. La nouvelle de cette profanation se répand comme une traînée de poudre incendiaire dans toute la Grèce. Athènes évacue massivement sa population vers les îles voisines. Sparte mobilise instantanément son armée entière et ses alliés péloponnésiens. Les cités grecques comprennent brutalement qu'elles n'ont plus vraiment le choix. C'est vaincre définitivement ou mourir collectivement. Plus tard, quand la guerre sera terminée et les Perses définitivement repoussés, une épitaphe immortelle sera gravée sur une stèle de marbre blanc. « Étranger, va dire à Sparte que nous gisons ici pour avoir obéi fidèlement à ses lois sacrées. » Ces mots résument parfaitement l'esprit qui animait les défenseurs des Thermopyles. Xerxès peut célébrer sa victoire tactique, mais il a perdu bien plus qu'il n'a gagné. Son armée invincible a montré ses failles béantes. Ses soldats ont découvert la peur face à des adversaires qui refusaient de plier. Son autorité morale s'est fissurée devant l'héroïsme de quelques centaines d'hommes déterminés. Paradoxalement, cette défaite militaire évidente se transforme rapidement en victoire stratégique décisive pour la cause grecque. Le temps précieux gagné aux Thermopyles permet aux défenseurs d'organiser méthodiquement leur riposte. La flotte athénienne concentre ses forces autour de Salamine. Les armées du Péloponnèse achèvent leur mobilisation générale. Le sacrifice de Léonidas et de ses compagnons produit un électrochoc psychologique dans toute la Grèce. Les cités qui hésitaient encore basculent définitivement dans le camp de la résistance. Celles qui penchaient vers la collaboration reconsidèrent rapidement leur position. L'union sacrée se réalise enfin face au péril mortel. Un mois après les Thermopyles, Thémistocle attire habilement la flotte perse dans le détroit étroit de Salamine. Dans ces eaux resserrées, l'avantage numérique écrasant des Perses s'évapore complètement. Les trières athéniennes, plus rapides et infiniment plus manœuvrables, détruisent méthodiquement l'armada de Xerxès. Le grand roi assiste personnellement à cette débâcle navale depuis son trône d'or installé sur une colline dominant le détroit. En quelques heures dramatiques,
sa supériorité navale s'évanouit dans les flots ensanglantés. Les épaves perses dérivent vers les côtes comme autant de cercueils flottants. Craignant désormais pour la sécurité de ses ponts vitaux de l'Hellespont, Xerxès regagne précipitamment l'Asie avec la moitié de son armée affaiblie. Il abandonne le commandement des forces restantes à son beau-frère Mardonios, général expérimenté mais désormais privé du soutien naval indispensable. L'année suivante, à Platée, les Grecs écrasent définitivement les forces perses restées en Europe dans une bataille rangée décisive. Mardonios meurt au combat, emportant avec lui les derniers espoirs d'expansion perse vers l'ouest. L'invasion achéménide s'achève par un fiasco complet et humiliant. Pourquoi cette bataille perdue fascine-t-elle encore 2500 ans après les faits? Plusieurs éléments expliquent cette fascination durable qui traverse les siècles et les civilisations sans faiblir. D'abord, le contraste saisissant entre David et Goliath transportés à l'échelle géopolitique. Face à l'empire le plus puissant et le plus étendu du monde antique, quelques centaines d'hommes choisissent délibérément de résister jusqu'à la mort. Ils savent parfaitement qu'ils vont mourir, mais ils refusent catégoriquement de plier. L'échine. Ensuite, la dimension universelle et intemporelle du conflit qui dépasse largement le cadre grec. Ce n'est pas seulement Sparte contre la Perse, c'est symboliquement la liberté contre la tyrannie, la démocratie naissante contre l'absolutisme oriental, l'Occident contre l'Orient, l'individu contre la masse. Enfin, la grandeur tragique absolue du sacrifice consenti. Léonidas et ses hommes incarnent l'héroïsme pur, le don de soi total et désintéressé. Ils se battent pour leur famille, leur cité, leurs valeurs fondamentales. Leur mort volontaire donne rétrospectivement un sens profond à leur existence terrestre. Cette bataille crée littéralement un archétype héroïque qui traverse toute l'histoire occidentale. Le guerrier qui choisit consciemment la mort plutôt que le déshonneur. Le chef qui partage fraternellement le sort de ses hommes. Le patriote qui sacrifie sa vie pour sauver sa patrie menacée. Les Thermopyles créent durablement un modèle héroïque qui influence toute la civilisation occidentale ultérieure. Ce modèle inspire directement les Romains, qui se souviennent explicitement de Léonidas quand ils font le sacrifice de certaines légions, dans des situations désespérées. Il nourrit substantiellement l'épopée médiévale de Roland à Roncevaux, où le neveu de Charlemagne refuse de sonner du cor pour appeler des renforts. Il éclaire la geste de Jeanne d'Arc libérant Orléans contre toute attente. Il guide spirituellement la résistance française pendant l'occupation allemande de 1940-1944. Chaque génération menacée redécouvre spontanément les Thermopyles comme source d'inspiration morale. Chaque peuple opprimé se reconnaît dans ces 300 hommes qui ont dit non à l'Empire. L'histoire devient progressivement mythe. Le mythe devient leçon universelle. Cette universalité explique pourquoi la bataille continue de fasciner bien au-delà du monde grec. Elle pose des questions éternelles sur le courage, le sacrifice, la liberté, la dignité humaine. Elle interpelle notre époque autant que les précédentes sur nos propres choix existentiels. Au-delà de l'épopée romantique, les Thermopyles révèlent un génie tactique et stratégique souvent méconnu du grand public. Léonidas ne cherche nullement la gloire personnelle ou la mort gratuite. Il applique méthodiquement une stratégie mûrement réfléchie par l'état-major grec. Première composante essentielle, exploiter intelligemment le terrain favorable. Dans ce défilé naturellement étroit, l'énorme armée perse perd automatiquement son avantage numérique décisif. Elle ne peut déployer ni sa redoutable cavalerie, ni ses chars de guerre. Ses archers d'élite peinent à viser efficacement. Ses fantassins s'entassent et se gênent mutuellement. Deuxième composante tactique, maximiser la supériorité qualitative individuelle. Les hoplites grecs surclassent techniquement leurs adversaires dans ce type de combat rapproché. Leur armement lourd, leur formation serrée disciplinée, leur entraînement intensif font merveille dans ces conditions particulières. Troisième composante stratégique, gagner le maximum de temps possible. Chaque jour, chaque heure arrachée, aux Perses permet aux autres Grecs de parfaire leurs préparatifs défensifs. Thémistocle organise sa flotte, Athènes évacue sa population, Sparte mobilise ses réserves péloponnésiennes. Cette stratégie dilatoire s'avère finalement payante. Le retard imposé à Xerxès perturbe son calendrier opérationnel.
L'hiver approche, rendant les opérations militaires plus difficiles. La logistique perse commence à montrer ses limites structurelles face à la résistance prolongée. L'échec relatif de Xerxès aux Thermopyles révèle les limites profondes de son système militaire malgré sa taille impressionnante. L'armée perse souffre de défauts structurels que masque habituellement sa supériorité numérique écrasante. Sa diversité ethnique constitue un handicap autant qu'un atout dans certaines circonstances. Comment coordonner efficacement des troupes qui ne parlent pas la même langue? Comment harmoniser des tactiques militaires fondamentalement différentes? Comment maintenir la discipline dans une armée cosmopolite aux traditions contradictoires? Sa logistique, malgré des années de préparation minutieuse, montre rapidement ses limites face à l'imprévu. Nourrir et équiper des centaines de milliers d'hommes en campagne lointaine relève de l'exploit permanent. La moindre panne, le moindre retard paralyse l'ensemble de la machine militaire. Sa stratégie privilégie systématiquement la force brute sur la finesse tactique. Xerxès compte aveuglément sur l'effet de masse pour écraser ses ennemis par saturation. Face à un adversaire qui refuse le combat décisif en rase campagne, il se retrouve temporairement démuni et désorienté. L'Empire perse excelle dans les guerres de conquête classiques contre des ennemis conventionnels. Mais il peine face à des adversaires qui changent les règles du jeu, qui transforment leurs faiblesses en force, qui refusent les schémas traditionnels d'affrontement. À l'inverse, les Grecs compensent brillamment leur infériorité numérique criante par leurs innovations tactiques révolutionnaires. La phalange hoplitique représente une véritable révolution militaire dans l'art de la guerre antique. Cette formation privilégie résolument la cohésion collective sur l'héroïsme individuel traditionnel. Chaque hoplite protège automatiquement son voisin de droite avec son bouclier rond. La solidarité devient littéralement une question de survie immédiate. L'individualisme grec habituel s'efface totalement devant l'esprit de corps militaire. L'équipement grec standardisé, plus lourd que celui de ses adversaires, offre une protection très supérieure dans le combat rapproché. Le bouclier rond de bronze poli, la cuirasse articulée, le casque à crinière transforment chaque soldat en forteresse ambulante quasi impénétrable. Les armes grecques longues, lances de frêne et épées courtes donnent l'avantage décisif de la portée et de la pénétration. Face aux javelots et aux épées persanes, conçues pour d'autres types de combats, elles s'avèrent redoutablement efficaces. L'entraînement spartiate pousse cette logique révolutionnaire à son extrême absolu. Dès l'âge de 7 ans, les futurs soldats apprennent méthodiquement à mourir pour Sparte. Ils considèrent la mort glorieuse au combat comme l'aboutissement naturel et souhaitable de leur existence terrestre. Certains aspects essentiels de la bataille restent encore mystérieux pour les historiens modernes. Les chiffres d'abord. Combien de Perses ont réellement participé à l'expédition de Xerxès? Les 1,7 million mentionnés par Hérodote relèvent visiblement de l'exagération épique. Mais même 200 000 hommes représentent une force absolument colossale pour l'époque. La psychologie complexe de Léonidas intrigue également les spécialistes. Savait-il dès le départ qu'il allait nécessairement mourir aux Thermopyles? L'oracle de Delphes l'avait-il vraiment prévenu de son destin funeste? Ou a-t-il improvisé héroïquement son sacrifice face aux circonstances dramatiques? Le rôle exact d'Éphialtès dans la défaite grecque pose encore question aujourd'hui. Hérodote, en fait, le grand traître archétypal de l'histoire universelle. Mais d'autres sources antiques mentionnent des traîtres différents. La vérité historique s'estompe progressivement derrière la construction légendaire. L'attitude des Thébains demeure aussi problématique. Sont-ils restés volontairement pour mourir avec honneur? Ont-ils été contraints par Léonidas qui se méfiait de leur loyauté? Ont-ils tenté de négocier secrètement avec les Perses? Les sources contradictoires ne permettent pas de trancher définitivement. Ces zones d'ombre n'enlèvent rien à la grandeur de l'événement. Elles rappellent simplement que l'histoire ancienne reste largement reconstruite à partir de témoignages partiels et orientés. La légende complète souvent les lacunes de la documentation. Les conséquences durables des Thermopyles dépassent très largement le domaine militaire immédiat. Cette bataille sauve la démocratie athénienne naissante d'une destruction certaine. Sans elle, Périclès n'aurait jamais existé. Le Parthénon ne se serait jamais dressé majestueusement sur l'acropole.
La philosophie grecque doit directement sa survie et son développement à ces 3 jours d'août décisifs. Socrate, Platon, Aristote auraient-ils pu penser librement sous la domination perse? Auraient-ils inventé la logique, l'éthique, la science politique dans un empire théocratique autoritaire? L'art grec, la tragédie, l'histoire elle-même surgissent directement de cette victoire morale arrachée à la défaite militaire. Échille écrit ses Perses, en témoin direct de Salamine. Hérodote compose ses enquêtes pour expliquer ce miracle grec apparemment inexplicable. L'architecture, la sculpture, la poésie grecque s'épanouissent dans le siècle qui suit grâce à la confiance retrouvée. La victoire contre les Perses libère une créativité artistique exceptionnelle. Elle prouve que les petites cités grecques peuvent rivaliser avec les grands empires. Cette influence culturelle se prolonge à travers tout l'Occident ultérieur. Rome hérite de l'esprit grec, le christianisme s'hellénise, la Renaissance redécouvre l'Antiquité, les Lumières s'inspirent de la démocratie athénienne. Tout découle indirectement de cette résistance héroïque. Les Thermopyles traversent allègrement les siècles sans jamais prendre une ride. Chaque époque historique y projette ses obsessions particulières et ses problèmes spécifiques. L'Antiquité tardive y voit un modèle sublime de vertu païenne. Le Moyen-Âge chrétien y découvre des martyrs avant la lettre. La Renaissance humaniste redécouvre passionnément l'héroïsme antique et ses valeurs. Les révolutionnaires français s'inspirent explicitement du sacrifice républicain contre la tyrannie. Le romantisme du XIXe siècle cultive intensément la belle mort pour la patrie. Le XXe siècle totalitaire détourne malheureusement le mythe à ses fins propagandistes. Nazis et communistes récupèrent l'image des 300 pour légitimer leur combat idéologique. Cette instrumentalisation politique déforme le message original. Aujourd'hui encore, le sacrifice exemplaire de Léonidas résonne puissamment dans l'actualité mondiale. Chaque fois qu'une minorité résiste courageusement à l'oppression, chaque fois qu'un petit peuple défie un empire, le fantôme inspirateur des 300 Spartiates refait naturellement surface. Cette permanence révèle la dimension universelle du mythe des Thermopyles. Il transcende les époques et les cultures parce qu'il touche à l'essence même de la condition humaine. Le choix entre la liberté et la sécurité, entre l'honneur et la vie. Que nous enseigne concrètement cette bataille vieille de 25 siècles, plusieurs leçons restent d'une actualité brûlante dans notre monde contemporain troublé. D'abord, la géographie commande encore largement la stratégie militaire. Malgré tous les progrès technologiques fulgurants, certains terrains conservent leur valeur tactique intrinsèque. Les défilés, les détroits, les cols de montagne gardent leur importance stratégique fondamentale. Ensuite, la qualité peut effectivement compenser la quantité dans certaines conditions favorables. Une troupe parfaitement entraînée, motivée, équipée, vaut souvent mieux qu'une foule indisciplinée et démoralisée. Cette leçon garde toute sa pertinence à l'ère des armées professionnelles modernes. Enfin, le moral des troupes reste absolument décisif dans l'issue des combats. Les Spartiates gagnent d'abord psychologiquement dans leur tête avant de se battre physiquement. Ils combattent pour quelque chose qui dépasse largement leur existence individuelle. Cette dimension spirituelle fait souvent la différence cruciale. La cohésion d'une petite unité d'élite peut triompher de la masse désorganisée. L'entraînement intensif peut compenser l'infériorité numérique. La motivation idéologique peut surmonter les obstacles matériels. Ces principes restent valables dans les conflits contemporains. Les Thermopyles ne constituent pas un simple fait divers poussiéreux de l'Antiquité classique. Elles posent des questions existentielles éternelles sur le courage, le sacrifice, la liberté, la dignité humaine fondamentale. Elles interrogent notre époque autant que toutes les précédentes. Dans un monde où la force brutale semble souvent triompher, où les démocraties paraissent parfois fragiles, où l'individualisme contemporain ronge progressivement la solidarité collective, l'exemple immortel de Léonidas rappelle que l'impossible devient possible quand les hommes acceptent de se dépasser. Ces 300 Spartiates anonymes ne sont pas morts inutilement dans la poussière d'un défilé oublié. Ils ont littéralement sauvé la civilisation occidentale naissante à ses tout débuts. Ils ont prouvé définitivement qu'une poignée de justes déterminés peut changer le cours de l'histoire universelle. Ils nous rappellent surtout que la liberté n'est jamais acquise définitivement. Chaque génération doit la reconquérir,
la défendre, la transmettre. Le prix de la liberté, c'est la vigilance éternelle et parfois le sacrifice suprême. Aujourd'hui, quand nous visitons les Thermopyles modernes, nous ne voyons qu'une route banale serpentant entre des collines pelées et monotones. La mer s'est retirée vers le nord, les sources chaudes ont tari, le paysage antique a complètement changé. Mais l'esprit des lieux demeure parfaitement intact et perceptible. Quelque part dans ces pierres anonymes résonne encore faiblement l'écho des armes qui s'entrechoquaient. Quelque part dans cette terre aride repose la poussière sacrée de héros oubliés. Quelque part dans ce silence moderne vibre l'éternelle leçon des Thermopyles. Quand l'homme choisit la grandeur plutôt que la facilité, il touche directement à l'immortalité. Le sacrifice exemplaire de Léonidas et de ses 300 compagnons d'armes continue d'éclairer notre route incertaine. Tant qu'il y aura des hommes pour rêver de liberté, tant qu'il y aura des peuples pour refuser l'oppression, tant qu'il y aura des héros pour montrer courageusement l'exemple, l'esprit vivifiant des Thermopyles ne mourra jamais. Cette bataille d'un autre âge nous parle encore directement parce qu'elle révèle ce qu'il y a de plus authentiquement noble en l'humanité. La capacité de transcender sa condition mortelle pour servir fidèlement un idéal immortel. En cela, les 300 Spartiates ne sont pas vraiment morts. Ils vivent spirituellement en chacun de nous qui refuse de courber l'échine devant l'injustice. Tel est l'héritage éternel et indestructible des Thermopyles. Nous rappeler constamment que l'histoire n'est jamais écrite d'avance, que les plus faibles peuvent triompher des plus forts, que 300 hommes véritablement déterminés valent infiniment mieux qu'une armée de lâches résignés. Cette leçon fondamentale, gravée dans le sang et la gloire il y a 2500 ans, garde intacte sa force d'inspiration pour toutes les générations futures qui auront à choisir entre la liberté et la servitude.